Elle a laissé les générations futures tout simplement stupéfaites par l'ambition, la réalisation, le raffinement et l'élégance des personnes qui l'ont construite. Cet énorme temple de pierre massive, réalisé avec une précision incroyable, un tel savoir-faire et un tel art. Il y a plus de 1000 ans, des artisans indiens ont sculpté un temple à même la montagne. Un immense sanctuaire de pierre, de dévotion et d'une précision inouïe. Certains aspects de la construction du Kailash restent un mystère. L'un de ses nombreux secrets a été révélé il y a une centaine d'années. Qui a donc construit un temple si merveilleux que même les dieux en furent stupéfaits? Aujourd'hui, il est toujours là. Mais ses véritables origines restent un mystère. Lorsque des chercheurs ont commencé à l'étudier à l'aide de méthodes modernes, une découverte inattendue a été faite. Des détails enchâssés dans la roche ne correspondaient pas à l'âge auquel il a été construit. Une chambre forte cachée. Aucune inscription n'y est jamais mentionnée. Et des découvertes si troublantes que même les érudits les plus chevronnés en ont été stupéfaits. Ce monument, que la science ne peut expliquer, se dresse sur le plateau de Dean, creusé dans les falaises basaltiques du Maharashtra. Il intrigue les chercheurs depuis des générations. Le temple de Kyasa est non seulement ancien, mais il ne ressemble à rien de ce qui a été construit avant ou après lui. L'édifice s'élève de la terre, ses murs et ses piliers étant taillés avec une telle précision qu'il est difficile d'imaginer la montagne dans sa forme originelle. Pendant des siècles, tous ceux qui se sont tenus devant lui ont cherché à comprendre comment un monument aussi vaste et complexe avait pu émerger d'un seul bloc de pierre. Le site fait partie du complexe des grottes d'Allora, qui abrite des dizaines de structures rupestres, mais Kyasa est si extraordinaire qu'il se distingue. Construite au 8e siècle sous le règne de Rashtrakuta, le roi Krishna Ier, le temple paraît d'autant plus incroyable compte tenu de son ancienneté. On ne trouve aucune trace écrite de sa construction, aucune trace d'expérimentation ni de description d'une tentative antérieure. Il apparaît tout simplement dans l'histoire, telle qu'elle. Mais les légendes locales offrent leur propre explication. L'une d'elles raconte l'histoire d'une reine qui pria le dieu Shiva lorsque le roi tomba gravement malade. Elle fit vœu de jeûner jusqu'à ce qu'elle aperçoive le shikara du temple, la flèche qui marque la demeure du divin. Selon la légende, les artisans ont sculpté jour et nuit jusqu'à ce que le sommet du temple émerge de la roche, permettant ainsi à la reine de tenir son vœu. Qu'il s'agisse de réalité ou de légende, Kyasa fut créé sous une pression extraordinaire et avec une rapidité fulgurante par des artisans aux compétences bien supérieures à ce que les documents de l'époque laissent entendre. Kyasa est le plus grand temple monolithique taillé dans la roche au monde. Une structure unique et continue, sculptée à même la falaise. La plupart des temples sont construits par couches successives, du sol vers le haut. Ici, cependant, les bâtisseurs procédèrent inversement. Ils enlevèrent tout ce qui n'avait pas sa place, révélant ainsi des salles, des colonnes, des sculptures et d'imposantes murailles à l'intérieur même de la montagne. On estime qu'entre 200 et 400 tonnes de roches furent extraites à la fin des travaux. Malgré une main-d'œuvre importante, la logistique de ce projet reste difficile à appréhender avec précision. La cour de Kyasa mesure environ 82 mètres sur 46 mètres et est entourée de murs de plus de 30 mètres de haut. Au centre se dresse le sanctuaire principal, conçu dans le style dravidien, courant dans les temples du sud de l'Inde. Des piliers indépendants encadrent la cour intérieure, tandis que des passerelles relient les niveaux supérieurs aux galeries environnantes. Sur les surfaces de Kyasa se déploient des sculptures inspirées des épopées hindoues, des scènes du Ramayana et du Mahabharata, ainsi que des représentations de dieux, de démons, d'êtres célestes et de batailles mythologiques. Chaque paroi recèle une multitude de significations. Chaque figure est placée avec intention. Le détail est précis et délibéré, même dans les zones où les sculpteurs devaient travailler suspendus au-dessus du sol ou nichés dans d'étroites cavités creusées profondément dans la roche. L'abondance de ces sculptures
témoigne non seulement d'un grand savoir-faire, mais aussi d'une méthode organisée que les historiens peinent à reconstituer. Pourtant, malgré la taille et l'importance du monument, presque rien n'est consigné sur sa construction. Aucune inscription ne mentionne les ouvriers. Aucun document n'explique le déroulement des fouilles. Aucun ingénieur de l'Antiquité n'a laissé de notes sur les techniques nécessaires pour creuser de si vastes chambres sans déstabiliser la falaise. Pour un projet d'une telle envergure, ce silence est inhabituel. Dans de nombreuses cultures anciennes, les grandes constructions étaient décrites savamment. Détails pour honorer le roi ou commémorer les ouvriers. Ici, la montagne ne livre aucune explication. Tout doit être déduit de la pierre elle-même. Les chercheurs ont tenté en vain de reconstituer le processus. La structure présente plusieurs niveaux, des espaces interconnectés et des choix architecturaux qui semblent avoir été planifiés dès le départ. On ne décèle aucune hésitation dans l'agencement, ni aucune trace de changement de cap ou de correction d'erreur de la part des bâtisseurs. Pour un monument entièrement sculpté par enlèvement de matière, un tel niveau de précision est difficilement compatible avec l'absence de documents de planification détaillés. Même la composition de la main-d'œuvre reste sujette à débat. Sculpteurs des centaines de milliers de tonnes de basalte auraient nécessité une équipe coordonnée d'artisans, d'ingénieurs, de manœuvres et de spécialistes de la sculpture sur pierre. Pourtant, aucune preuve tangible ne subsiste permettant de déterminer le nombre de personnes impliquées, la durée de leur travail, ni la manière dont le processus était supervisé. Mais le plus grand mystère de Kiasa ne réside ni dans ses dimensions, ni dans sa beauté. C'est la précision qui se cache à l'intérieur. Certains détails gravés profondément dans la roche suggèrent un niveau de planification et de maîtrise technique bien supérieur à ce que le 8e siècle aurait pu permettre. Et ces éléments, dont aucune inscription ne fait mention, soulèvent les questions les plus importantes. Quelle était la technologie avancée de Kiasa? Pour comprendre comment Kassa a été sculpté, il faut prendre du recul et observer la structure d'un œil neuf. Chaque cour s'aligne parfaitement avec la précédente. Les sanctuaires sont orientés dans des directions précises. Les piliers s'élèvent à intervalles réguliers. Les sculptures conservent équilibre et proportion, même lorsqu'elles sont disposées sur différents niveaux du temple. Rien ne semble avoir été fait par hasard. Rien ne suggère une improvisation. L'ensemble du monument donne l'impression d'avoir été réalisé selon un plan si précis que chaque coup de ciseau était parfaitement maîtrisé. Ce niveau de précision est d'autant plus remarquable si l'on considère les outils disponibles au 8e siècle. L'artisan travaillait avec des ciseaux, des marteaux et des pics en fer affûtés à la main. Des outils rudimentaires qui se seraient rapidement émoussés sur du basalte. La roche d'Allora est d'origine volcanique, dense et résistante, ce qui en fait l'un des matériaux les plus durs qu'un tailleur de pierre puisse avoir à travailler. Pourtant, les surfaces sculptées du Kiasa restent nettes des siècles plus tard. Les arêtes s'emboîtent parfaitement. Les angles sont droits et les sculptures en relief conservent des détails d'une finesse qui aurait dû être quasiment impossible à réaliser à une telle échelle. Certains théoriciens ont évoqué la possibilité de techniques perdues ou de connaissances ancestrales transmises de génération en génération. L'archéologie conventionnelle privilégie une explication plus rationnelle. Le travail d'une importante main-d'œuvre d'artisans qualifiés qui ont perfectionné les techniques de taille de la roche au fil des siècles. Malgré tout, l'ampleur de Kiasa laisse planer le doute sur certaines interrogations. D'autres sites antiques témoignent d'un savoir-faire remarquable, mais chacun selon une méthode différente. Pétra, en Jordanie, a également été taillée directement dans une falaise. Façades entières taillées dans du grès. Mais la pierre de Pétra est bien plus tendre et facile à travailler que le basalte, et la plupart de ces structures sont des sculptures peu profondes à façade plutôt que des bâtiments entièrement creusés et indépendants. Les pyramides égyptiennes, en revanche, témoignent d'une autre forme de maîtrise. Des millions de blocs de calcaire et de granit ont été extraits, transportés et empilés avec une précision étonnante. Pourtant,
Kayasa se distingue par le fait qu'aucun élément n'a été transporté ni assemblé. La plupart des chercheurs estiment que des milliers d'ouvriers ont participé à sa construction, des sculpteurs et artisans aux carriers et aux ouvriers de soutien. Leur coordination aurait nécessité un leadership fort et une planification claire. Quelle zone fouiller en premier? Où enlever les pierres en vrac? Quand commencer à sculpter les détails? Et comment protéger la structure à mesure que des chambres plus profondes s'ouvraient? En l'absence d'inscription, la chaîne logistique ne peut être étudiée qu'à travers la pierre elle-même. Les surfaces intérieures du temple conservent de faibles amorces d'outils, disposés selon des motifs réguliers, témoignant du travail d'équipes successives qui ont façonné le monument par couches successives. Certains chercheurs estiment que le temple aurait pu être achevé en environ 18 ans, notamment grâce à l'emploi continu d'une main-d'œuvre importante. D'autres soutiennent que le processus aurait été plus long compte tenu de la densité de la roche et de la précision de la sculpture. L'absence de documents relatifs à la construction rend difficile l'établissement d'une chronologie précise. Ce qui est certain, c'est que le volume de pierres extraites représente un défi même pour les équipes modernes sans machine. La durabilité du Kiyasa est un autre signe de la maîtrise du matériau par les bâtisseurs. Au cours des siècles suivants, certaines parties du complexe d'Allora ont subi des invasions et des dégradations délibérées. Sous le règne moghol, l'empereur Aurangzeb aurait ordonné la démolition du Kiyasa. Cependant, ce projet fut abandonné lorsque les ouvriers réalisèrent tant qu'il était impossible de le démanteler de manière pratique. Le démantèlement d'une structure monolithique s'est avéré quasi impossible, notamment en raison de l'absence de joints ou de sections assemblées. L'agencement de Kiyasa témoigne également d'une remarquable conception structurelle qui dépasse la simple esthétique. Les piliers sont positionnés de manière à répartir le poids uniformément. Des cours ouvertes soulagent la pression. La pression et des ponts relient les différentes zones sans solliciter excessivement le sanctuaire central. Les bâtisseurs semblent avoir compris les fractures naturelles du basalte et les avoir contournées, préservant ainsi la stabilité de l'ensemble de la structure lors des fouilles. Aujourd'hui encore, des ingénieurs étudient le temple pour comprendre comment de si vastes vides ont pu être créés sans provoquer d'effondrement. La montagne soutient cet espace ouvert depuis plus de 200 ans, un résultat qui témoigne autant d'une planification rigoureuse que d'un talent artistique exceptionnel. Et derrière tous ces détails encore énigmatiques se cache une vérité simple. Les bâtisseurs de Kasa travaillaient avec un niveau d'organisation et un savoir-faire pratique qui dépassent de loin ce que l'on observe habituellement au 8e siècle. La précision des sculptures, la géométrie rigoureuse, la répartition judicieuse du poids et l'immense volume de roches extraites témoignent d'un procédé de construction bien trop avancé pour l'époque. Le mystère qui entoure le monument s'épaissit encore lorsqu'on découvre ce qui se cache sous le complexe du temple. Des découvertes récentes suggèrent la présence de systèmes sophistiqués sous Allora, une découverte qui soulève de nouvelles questions. Les anomalies souterraines présentent un mélange de formations naturelles et sculptées que les chercheurs s'efforcent encore de cartographier. L'ensemble du complexe se situe dans le basalte de Dean, une roche volcanique façonnée par d'anciens cycles de refroidissement qui ont créé des diaclases, des fractures et des bandes d'érosion au cœur de la falaise. Ces formations apparaissent parfois comme des signatures de vide lors des relevés, mais plusieurs d'entre elles se situent à des endroits qui ne correspondent pas au comportement géologique attendu. Leur emplacement soulève des questions, car certaines se trouvent directement sous des éléments architecturaux du temple de Kiyasa. Plusieurs grottes voisines possèdent des niveaux inférieurs aujourd'hui obstrués ou effondrés, alors que d'anciens documents suggèrent qu'elles s'étendaient autrefois plus profondément dans la roche. Les ouvertures restantes dans ces niveaux pointent vers l'axe général des fondations de Kayasa. Qu'elles soient intentionnelles ou fortuites, la direction constante de ces passages a conduit les chercheurs à envisager la possibilité d'un plan souterrain reliant plusieurs grottes au temple principal.
Les études archéologiques d'Ora se concentrent souvent sur les sculptures et l'architecture, mais les systèmes hydrauliques souterrains du site sont tout aussi complexes. Les rapports de conservation documentent un réseau intégré de drains, de canaux et de bassins de rétention creusés directement dans la roche. Ces ouvrages ont été conçus pour collecter et détourner les eaux de pluie, alimenter le village environnant et protéger le temple de l'érosion. Des canaux de drainage traversent et entourent un kayasa, éloignant l'eau des zones vulnérables. Ils se connectent à un paysage plus vaste, façonné par des micro-bassins versants, de petites cours d'eau saisonniers et des réservoirs naturels qui se forment pendant la mousson. Il en résulte un système hydrologique qui paraît délibéré plutôt qu'accidentel. Les réservoirs d'eau qui entourent le complexe témoignent d'une planification minutieuse. Leurs parois sont conçues pour retenir les eaux de ruissellement et leurs surfaces sont taillées pour ralentir l'écoulement. L'objectif n'était pas seulement d'assurer l'approvisionnement en eau, mais aussi de préserver la structure en évitant les dommages à long terme causés par les fortes pluies. Des systèmes similaires existent à Ajanta et sur d'autres sites indiens anciens, mais l'échelle et la précision d'Allora sont exceptionnelles. Les bâtisseurs n'ont pas simplement sculpté un temple. Ils ont façonné le terrain environnant pour l'adapter aux différentes saisons. L'un des aspects les plus importants de cette découverte est que certaines des signatures de vide détectées en profondeur se situent à proximité de grands cours d'eau. Cela soulève plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir de cavités naturelles formées par une ancienne activité volcanique ou d'ouvertures aménagées pour gérer le débit de l'eau. Sans fouilles, il est difficile d'en déterminer la fonction. De nombreuses traditions religieuses prévoyaient des espaces dissimulés ou partiellement cachés sous la structure principale. Ces espaces remplissaient diverses fonctions. Certains servaient de chambres de fondation destinées à stabiliser les grands édifices. D'autres formaient des chambres rituelles utilisées pour des cérémonies privées. Certains sites comportaient des mandapas, des salles ou des chambres construites sous terre pour maintenir une température fraîche et offrir un espace intérieur paisible, propice à la méditation ou à des rites spécifiques. Ces éléments n'étaient pas de simples ajouts décoratifs. Ils constituaient une strate structurelle et spirituelle sous le temple visible. Alors, des traces de ces pratiques apparaissent dans des détails subtils. Dans plusieurs grottes, des marches partielles descendent dans des bassins comblés ou effondrés. Des rayonnements se prolongent dans des passages obstrués. Ces vestiges rappelaient les plans souterrains d'autres temples indiens, mais leur répartition autour de Kyasa les rend moins crédibles. Ils suggèrent que les bâtisseurs s'appuyaient sur une structure architecturale plus profonde, s'étendant sous les structures visibles et ayant pu influencer l'emplacement de cours entières. Grâce au progrès des techniques de prospection, les équipes poursuivent l'étude du paysage souterrain sans fouilles invasives. Le géoradar et la cartographie de la densité peuvent parfois révéler de nouvelles formes sous la surface, mais leur interprétation demeure complexe. Un vide peut être une cavité naturelle, un passage effondré ou une chambre creusée et scellée intentionnellement il y a fort longtemps. La forme visible de Casa est extraordinaire en soi, mais les structures cachées sous Allora suggèrent une planification technologique plus poussée, encore mal comprise. Les bâtisseurs ont su tirer parti de la roche, du paysage et des systèmes hydrauliques, témoignant à la fois d'une intelligence pratique et d'une vision à long terme. Plus on étudie ces structures souterraines, plus elles confortent l'idée que Kyasa n'était pas un simple temple creusé dans la falaise. Il s'inscrivait dans un projet plus vaste qui s'étendait sous la surface de la montagne. Mais ces caractéristiques ne sont qu'un début. Kyasa présente plusieurs particularités inhabituelles qui ne correspondent pas aux connaissances actuelles sur l'ingénierie du 8e siècle et qui soulèvent de nouvelles questions sur la manière et les raisons de sa création. Caractéristique remarquable de Kyasa. Casa fut construit comme un espace sacré dédié au seigneur Shiva sous sa forme de Kasanatha, seigneur du mont Kailash. Ainsi, chaque partie du temple s'articule autour de cette identité. Le sanctuaire principal se dresse au centre de la cour,
taillé dans le même bloc de roche que les murs et les piliers qui l'entourent. À l'intérieur du sanctuaire, le Shiva Lingam repose dans une chambre silencieuse et tamisée, véritable cœur spirituel du complexe. Les fidèles y pénètrent comme il y a plus de 1000 ans, dans une pièce sculptée avec une telle précision qu'elle n'a jamais nécessité de reconstruction. Devant le sanctuaire principal se dresse le Nandi Mandapa, un pavillon indépendant également taillé dans la falaise originelle. En son centre se trouve la statue de Nandi, le taureau de Shiva, orienté vers le sanctuaire, de l'autre côté de la cour. L'alignement parfait entre les deux structures offre une vue directe du pavillon vers le sanctuaire intérieur. Cette disposition se retrouve dans de nombreux temples à travers l'Inde. Mais celle de Kailasa est unique, car les deux structures ont été créées en extrayant de la pierre du Pardessus, et non par assemblage de pièces séparées. Kailasa demeure un lieu de culte actif encore aujourd'hui. Des pèlerins s'y rendent tout au long de l'année, et le temple connaît son apogée lors de Maha Shivaratri, lorsque la cour se remplit pour les prières nocturnes et les offrandes. Les rituels se poursuivent dans les mêmes pièces qu'occupaient autrefois les anciens fidèles, selon des traditions qui ont perduré pendant des siècles. Des lampes sont allumées dans le sanctuaire. Des chants s'élèvent des salles sculptées, et le temple devient un lieu de rencontre entre son passé lointain et sa vie présente. La continuité du culte a contribué à préserver la vocation du lieu, tandis que les méthodes de sa construction restent un sujet d'étude. Une autre caractéristique remarquable du Kailasa réside dans ses qualités acoustiques. Certaines chambres diffusent une résonance douce et homogène, permettant aux voix de se propager sans distorsion. Les coupoles sculptées et les plafonds voûtés à l'intérieur des salles modèlent le son de façon à sublimer les chants rituels. Un seul chant peut résonner doucement sur la pierre, emplissant l'espace sans perdre en clarté. Les visiteurs perçoivent souvent sans même comprendre le mécanisme. Une syllabe murmurée près d'un mur peut se propager dans la salle avec une force surprenante. Ces caractéristiques acoustiques semblent intentionnelles, plutôt qu'accidentelles. Les bâtisseurs ont sculpté de vastes salles aux surfaces lisses qui réfléchissent le son selon des schémas prévisibles. Les hauts plafonds permettent au son de se diffuser, tandis que les passages plus étroits le propagent plus profondément dans la structure. Pour obtenir ces effets dans un temple monolithique, il fallait maîtriser parfaitement la profondeur, la hauteur et l'angle de la surface. Contrairement aux temples construits ultérieurement avec des blocs assemblés, les artisans n'avaient ici qu'une seule chance de réussir à obtenir les proportions exactes. Parmi les autres caractéristiques impressionnantes du temple, on note les cours intérieures qui ouvrent de la structure à la lumière du soleil et guident l'éclairage vers les espaces centraux durant la journée. Des piliers créent des allées ombragées qui restent fraîches sous la chaleur de l'après-midi. Des plateformes surélevées permettent les rassemblements sans encombrer le sanctuaire intérieur. Même l'emplacement des balcons et des fenêtres sculptées semble être pensé pour la circulation de l'air, assurant une ventilation dans un espace qui, autrement, pourrait paraître lourd de pierre. Ces éléments témoignent que Kailasa a été construit à la fois pour la pratique spirituelle et pour la survie à long terme. Chaque élément remplit une fonction précise dans les déplacements quotidiens des fidèles et le rythme des rituels. Pourtant, la précision de ces choix soulève des questions plus profondes quant à la manière dont les bâtisseurs ont conçu un projet aussi complexe dès le premier jour des fouilles. Croyez-vous que le Kailasa ait été construit par les anciens Indiens? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante, de liker celle-ci et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.